des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio. Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, place à la découverte, à l'électricité de la jeunesse et à la grâce des phrases qui font des étincelles. Place aux oiseaux de nuit et aux poètes des usines, on aurait pu permuter. Place aux oiseaux des usines et aux poètes de la nuit. On est avec 3 écrivains tout juste éclos ou presque et qui n'en finissent pas de se révéler. Ils ont la rage et le ciel dans le cœur, ils nous emmènent respirer le parfum des bulots et lécher le macadam, affronter la violence sociale et la précarité de l'existence par la littérature qui est peut-être, qui sait, le plus efficace, le plus parlant, le plus transportant, en tout cas le plus beau, c'est sûr, des moyens. 3 écrivains donc, mais 2 romans puisque l'un d'eux a été écrit à 2. Nous sommes aujourd'hui avec d'un côté Capucine et Simon Johannin et de l'autre Joseph Pontus. Bonjour Capucine et Simon Johannin. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous accueillir. Vous publiez à 2, à 4 mains, comme on dit, même si je déteste l'expression, un livre jeune et fort, Nino dans la nuit, c'est chez Alia. Il nous raconte la complainte pas géniarde du tout, la complainte au sens de chanson de geste peut-être même, la complainte ou la ballade à la François Villon, un Villon qui serait du 21e siècle, qui prendrait des trucs pour ne pas devenir dingue et qui danserait comme un fou et qui vivrait dans un appartement au plancher crevé en regardant de l'autre côté du périph' Paris, cette grande crevarde, dit-il, et un Villon qui ferait des petits boulots, qui serait amoureux fou d'une fille qui vient de Turquie et dont on suivrait les aventures dans un Paris hostile qui ne devient vivable que la nuit, quand les lumières du jour s'éteignent et que la nuit en allume d'autres. C'est une déambulation souterraine, underground, que vous nous racontez tous les deux, dans une langue âpre, énergique, qui nous donne des coups de poing, une langue dont les héros sont des laissés-pour-compte très contemporains, et dont on se demande, avec crainte, si leur lot n'est pas celui de toute une jeunesse qui essaie d'oublier ses souffrances finalement banales, manque d'argent, difficulté de l'existence, difficulté à trouver sa place dans une société trop dure, donc d'oublier ces souffrances banales mais néanmoins réelles dans les excès nocturnes. Alors Nino, son père croit qu'il vit comme un étudiant à Paris, alors qu'il n'est en train que d'étudier la meilleure manière de survivre. Il y peut rien, mon daron. Il sait même pas tout ça, il croit que ça roule, que je m'éclate dans une école et que je pourrais faire un truc qui me plaît vraiment. Pourquoi tu lui dis pas, il pourrait t'aider, non ? Pas que je veux pas qu'il sache, il s'est cassé le cul pour moi et je veux pas qu'il pense que ça mène à rien, qu'il voit comment je me démerde pour tout ruiner. Alors je l'ai dit tout à l'heure, là je vous citais Capucine et Simon Johannin, je citais plutôt Nino, votre héros. Je vous disais tout à l'heure, révélation, découverte, à moitié pour vous, parce que Simon, vous étiez venu ici il y a 2 ans déjà ? Oui, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, le temps passe trop vite. Pour un premier roman, L'été des charognes, pour lequel vous aviez obtenu le prix de la vocation. Et Capucine, qui est, je crois, vous me contredisez si je vais trop loin, votre épouse ? Oui. C'est ça ? Elle confirme, elle dit oui. Est-ce qu'elle était déjà dans l'ombre, enfin, je m'adresse à Capucine, elle était déjà dans l'ombre de L'été des charognes ? Oui, déjà L'été des charognes, c'était parti parce qu'en fait ça a commencé à être réalisé pour l'examen de son jury de fin d'année quand on était encore à l'école. C'était un travail étudiant. C'était un travail étudiant. Et du coup, c'est parti de photos que j'avais fait quand on était allé chez lui à la Montagne Noire et quand il du côté de Mazamet. Voilà. Voilà. C'est ça. Et quand il les avait montrés à ses copains de classe, qui avaient tous été assez choqués parce que c'est têtes de sanglier empalées sur des panneaux stop. Les étudiants sont plus ce qu'ils sont, ce qu'ils étaient. En tout cas, les étudiants des écoles d'art belges sont un peu prudes. Ouais, non, mais c'est très délivrance l'ambiance. Ils apprécieront. Ouais. Du coup, voilà, à côté des photos, c'était une série d'anecdotes et moi, je l'ai vraiment poussé à aller plus loin, à essayer d'en faire un roman et à tisser quelque chose qui était plus que voilà une série d'anecdotes et des photos et faire vraiment un livre. D'accord, mais Simon, pourquoi elle apparaissait pas dans le titre ? Pourquoi c'était Simon Johannin ? Nos rôles étaient complètement différents dans le livre. Capucine, elle avait beaucoup plus un travail de lectrice sur L'été des charognes. Elle n'était pas engagée dans la construction de l'histoire comme elle est dans Nino. Et puis après, ça s'est passé extrêmement vite entre le moment où j'avais même pas fini le livre, que j'avais déjà rencontré Gérard Bérébi d'Alia qui m'a dit ok, on va faire le livre. Et puis après, c'était une histoire de calendrier. Alors j'en ai parlé avec lui. Moi, je voulais comme tout le monde. Au début, je me suis dit est-ce que je mets une en-tête, un remerciement. Il m'a dit écoutez, c'est votre premier livre. On va rien mettre du tout. On va juste mettre le texte et puis on va voir déjà si avec ça marche. Un nom d'auteur quand même. Ouais, voilà. On sait déjà que j'ai dit s'il vous plaît. C'est tellement compliqué de se faire éditer qu'on était déjà content que ça se fasse et on n'a pas. C'était ça. On était un peu cool. maintenant, on a un peu plus
recul sur tout ça et on a Maintenant, vous imposez les choses. C'est bien. Bonjour Joseph Pontus. Bonjour Stéphane Otivio. Alors, vous publiez, c'est votre premier, hein, et vous êtes seul. Hein. Enfin, est-ce qu'on est seul d'ailleurs quand on écrit? Est-ce qu'on est seul? Il y a tant de monde qui accompagne et à la fois on est tellement seul que l'un et l'autre vont ensemble. Ouais. Bon, en tout cas, ce roman, vous le devez aussi, vous, un peu à votre femme, hein, parce que oui, sans elle, vous n'auriez jamais changé de vie comme ça. Ça s'appelle À la ligne. C'est sous-titré Feuillet d'usine, c'est publié aux éditions de la Table Ronde. Et comme on l'avait dit d'ailleurs à l'époque pour l'été des charognes, vraiment bravo. C'est un livre étonnant parce qu'il ressemble de loin en fait à un recueil de poésie en prose, sauf que c'est la même poésie, c'est le même texte. Et ça fait écho d'ailleurs à Nino dans sa nuit dans la façon qu'il a de dire ce texte au plus près, au plus rugueux, au plus poétique aussi, une violence sociale que vous avez vous connu de près, et je vous lis. En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. N'y allais pas pour faire un reportage, encore moins préparer la révolution, non. L'usine, c'est pour les sous. Un boulot alimentaire, comme on dit, parce que mon épouse en a marre de me voir traîner dans le canapé en attente d'une embauche dans mon secteur. Alors, c'est l'agroalimentaire, l'agro, comme ils disent. Une usine bretonne de production et de transformation et de cuisson et de tout ça, de poissons et de crevettes. Je n'y vais pas pour écrire, mais pour les sous. Voilà, c'est le début de À la ligne. C'est un livre donc où les mots reviennent souvent à la ligne, où la ponctuation a disparu, qui raconte le quotidien de l'ouvrier que vous fûtes, Joseph Pontus, après votre hippocagne et votre cagne, après des années comme travailleur social, avant de cingler vers la Bretagne et de vous retrouver à l'usine, ouvrier intérimaire dans l'agroalimentaire, pas pour vivre l'expérience des établis, comme on le disait, dans la lutte révolutionnaire des années 70, mais pour un boulot, pour les sous. J'écris comme je pense sur ma ligne de production, divagant dans mes pensées seul déterminé, j'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. Écrivez-vous encore dans ces feuillets d'usine qui semblent arrachés à l'épuisement, à la fatigue, et des feuillets qui sont imprégnés de références littéraires parfois affichées, parfois déguisées, Apollinaire, Aragon, Sandra, comme si seule la littérature permettait à l'auteur de ces lignes de ne pas crever à la chaîne, ou plutôt parce qu'on les appelle comme ça, sur ces lignes de production. Alors c'est dur, c'est beau, c'est rageur et poétique. J'égoutte du tofu. Hein. On vous entendra lire ce passage qui est un des must du livre. Vous nous balancez au visage cet absurde pourtant bien réel. Quand il n'est pas question d'autre chose, des caisses de crevettes qu'il faut laver, trier, empaqueter, nettoyer les abattoirs aussi qui puent le sang des animaux découpés à la chaîne. À la ligne, Joseph Pontus, c'est à la fois pour parler du texte et pour parler, je suppose, du lieu où ce texte naît, dans une assez belle ambiguïté. Donc, parce qu'on parle plus aujourd'hui d'ouvrier à la chaîne, mais on dit qu'il est sur des lignes de production. C'est le double sens. Ouais, tout à fait. Comme vous le dites justement, je viens d'un milieu plutôt lettré et plutôt intellectuel à la base. Et par amour, j'ai tout quitté. J'ai épousé ma femme donc en Bretagne, et il a fallu bosser tout simplement. Et donc ce qui embauche en Bretagne, c'est l'agroalimentaire. Et moi, je me suis pris l'usine en pleine gueule, quoi. J'y connaissais rien à ce monde ouvrier. Et pour tenir le coup, pour consigner un peu ce qu'était ce grand absurde capitaliste du 21e siècle, je me suis mis à écrire tous les soirs en rentrant du boulot, à voler quelques heures pour tenir le coup. Parce qu'on est tellement crevé quand on rentre que si on remet un texte au lendemain ou au week-end, on a tout oublié, des sensations de la débilité du travail, de la fatigue. Du peu de l'odeur aussi, ouais, de l'odeur. Qui est très présent dans le livre. Ouais. Et donc du coup, il a fallu écrire en rentrant quasi monastiquement, on va dire. Et l'usine a imposé son rythme. C'est-à-dire que quand on travaille sur des lignes de production, tout va très vite et on n'a pas le temps les pensées changent tout le temps, vont du coq à l'âne. On tient avec des souvenirs de littérature, enfin moi en tout cas, et j'écrivais dans ma tête pour passer le temps. Les phrases étaient totalement différentes en rentrant à la maison, parce qu'une fois qu'on est rentré, il y a la libération, comme quand on pousse la porte d'une prison. Et voilà, c'est l'usine qui a imposé le rythme particulier que j'ai cherché à rendre. Et donc je le redis, c'était pas du tout par nostalgie révolutionnaire, comme justement dans les années 70, où en fait les jeunes gens allaient à l'usine dans ce qu'on appelait la tradition des établis. Ouais. Vous comprenez justement, vous qui avez vécu ça, alors peut-être que c'était pas aussi les mêmes usines, peut-être que c'était pas la même ambiance, la même ferveur, la même culture ouvrière, mais quel regard vous jetez sur cette tradition
que vous n'avez pas reprise, mais de ces jeunes gens qui allaient à l'usine par conviction politique. Ça donnait de très bons livres. L'établi de Linhart est publié chez Minuit, est un livre absolument magnifique, quoique réécrit 10 ans après, parce qu'il est écrit en 78. Et il y a des passages, notamment sur sa découverte de la chaîne et de la cadence, au tout début du bouquin, qui sont absolument géniaux. Et même quand il dit, voilà, j'y allais pour ce que j'ai un peu ressenti. Moi, je suis de tradition marxiste à la base, mais j'y allais pas pour préparer la révolution. Mais quand il dit, quand on a passé 8 heures par jour à clouer des portes de 2 chevaux, on comprend très bien ce que Marx a voulu dire par plus-value, même si on l'a lu pendant 10 ans avant. Bouquin de Kaplan, l'Excel-usine, est très très bon aussi. Sauf que eux ont la possibilité de se défaire de ce monde-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, Kaplan, elle a tenu 2 ans, je crois. Linhart, il a tenu 1 an. Et eux, ils avaient toujours la possibilité de partir et de retrouver leur poste de maître de conf, voilà. Moi, j'ai pas cette possibilité-là. Parce que si j'ai plus l'usine, je suis au chômage, comme à l'heure actuelle. Et donc, je suis obligé de tenir, et de ce fait, la perspective est radicalement différente. Je peux pas y aller pour faire un reportage ou garder les trucs les plus crus, je suis obligé d'être au cœur des ouvriers, avec eux, pour pouvoir garder mon boulot, et encore plus parce que je suis intérimaire. C'est-à-dire que je suis encore dans une situation encore plus précaire que ceux qui sont sur des contrats de travail. Mais vous comprenez qu'ils aient pu trouver une forme de lyrisme ou de lyrisme politique, quoi, dans cette expérience de l'usine. Je pense aussi à un texte de Daniel Rondeau aussi, l'enthousiasme. Vous comprenez aussi ce regard-là, cette espèce de fierté qui n'apparaît pas du tout, d'ailleurs, dans votre texte, en fait. On est en 2019. L'emprise militante qu'il pouvait y avoir dans les années 70 a complètement disparu. Et il y a un peu de désabusement par rapport au monde depuis une quarantaine d'années quand même. On en reparlera tout à l'heure quand on plongera dans votre texte, Joseph Pontus. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Alors, vos 2 textes ne sont pas sans écho, je le disais, dans la mesure où ils donnent à voir, à entendre aussi le son d'une époque, le son d'une violence quotidienne, qui est pas une guerre éclair, qui est pas une guerre totale qui bombarderait des villages entiers, mais c'est quand même une certaine forme de conflit non dit qui bombarde les âmes de vos héros, à tous les 3. Diriez-vous que les uns comme les autres, vous avez voulu, je me tourne vers Simon et Capucine peut-être pour commencer, par le roman, vous aviez voulu quand même mettre à jour une violence, disons, invisible, ou en tout cas rarement dite, peut-être, cette violence de l'époque. Est-ce qu'il y avait cette intention-là chez vous ? Oui, vraiment. Enfin, nous, déjà, pour Nino, on a vraiment voulu parler de ce qu'on connaissait. On l'a ancré dans un territoire beaucoup plus urbain, quelque chose qui nous est plus familier, et on s'est vraiment inspiré de ce que peuvent vivre nos amis, de ce que nous, on a pu vivre. Et c'est vrai qu'on arrive à un point où on vit dans un monde où on pourrait tous être logés décemment, être nourris. La question du travail, je pense, avec le revenu universel, c'est des choses aussi où on peut se demander est-ce qu'on est tous obligés de travailler ? Est-ce que ça doit être si important que ça ? Et c'est vrai que nos personnages, ils sont vraiment dans ces questionnements-là parce qu'ils aimeraient pouvoir vivre dignement, et en fait le monde d'aujourd'hui il leur en donne pas la possibilité. Et donc le roman était fait pour faire entendre ça. Ouais, il y avait ça. Alors en fait, à partir du moment où j'ai proposé le projet à Capucine, il y a plusieurs choses qui se sont passées. C'est que la femme m'a tout de suite dit ok, si tu veux parler de ces choses-là, il faut vraiment le faire vraiment et le faire d'une manière à ce qu'elles soient entendues et pas aborder ça dans un air qui pourrait donner des leçons. Et du coup, ce qu'elle a décidé de faire, c'était de jamais mettre de discours politique à proprement parler dans le livre, et de partir du principe que l'intelligence de nos personnages, elle vient pas des études, mais elle vient de l'expérience vraiment, parce qu'ils sont ni les plus intellos, ni les mieux éduqués, ni les mieux travailleurs, on va dire. Enfin, en tout cas, pour parler de Nino, il a quand même un profil de jeune cancre. Et voilà. Et du coup, c'était vraiment parler du principe que, ok, il leur arrive des choses, il y a des questions qui se soulèvent, mais eux, ils ont pas de discours préconstruit en tête. Et petit à petit, ils développent un esprit critique. En fait, c'est vraiment sur le tas que ça se passe. On voulait montrer, faire valoriser en tout cas ces formes d'intelligence-là aussi, quoi. C'est des jeunes qui sont vraiment vus comme des ratés par la société, et on voulait montrer que c'est plus complexe que ça. Ça devient facile de rater une étape, effectivement, et de se retrouver dans leur position. On voulait vraiment créer l'empathie et comprendre pourquoi cette trajectoire-là, que c'est pas des gens parce qu'on vit vraiment dans un monde où on essaye de nous faire croire la méritocratie, tout ça, que chacun est à sa place, que chacun mérite son sort, et que les choses en fait sont plus complexes que ça, et que des jeunes qui ont beaucoup à offrir, qui ont beaucoup de capacités et qui pourraient
être des bonnes personnes dans la société, des bons membres de notre société. Et ben en fait, ils n'y arrivent pas et ils s'abîment. Nous, enfin, ça a été dur de voir nos amis aussi s'abîmer de plus en plus. On est tombé dans cette école en Belgique, qui était une école avec des gens très très bourgeois, beaucoup de Français, beaucoup de Parisiens très très riches. Donc une école d'art, hein, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc on voit ces gens-là qui auront aucun problème en fait dans la vie pour travailler, pour se loger, pour rien du tout, parce que papa, maman connaissent que voilà. Et à côté de ça, on a des amis qui sont 1000 fois plus brillants, 1000 fois plus capables, 1000 fois plus humbles, qui eux, s'abîment, qu'on connaît depuis 10 ans pour certains. Et ouais. C'est vrai que c'est quelque chose. Ça venait un petit peu de cette dichotomie. On a un peu essayé de traverser tout ça avec le livre aussi. Quoi. Avec Nino. Voilà. Alors vous n'avez pas le même âge, à peu près 25 ans pour vous 26 maintenant. 26. J'ai passé la barre. Et Capucine? Moi j'ai 27 là. 27, voilà. 40 ans, Joseph Pontus, mais vous êtes jeune encore. Qu'est-ce que vous attendez de la littérature dont on sent qu'elle imprègne vos phrases, qu'elle circule alors de façon officielle chez vous, Joseph Pontus, vous les citez, de façon plus officieuse, puisque vous citez pas les références, mais on sent que voilà, vous avez lu. Qu'est-ce que vous attendez de la littérature justement dans cette époque où on dit parfois qu'elle serait chassée par les images, par l'instantané, un livre a au moins le mérite de rester un peu plus longtemps, peut-être, Joseph Pontus? Moi, déjà, elle m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé la vie, sinon je serais devenu complètement cinglé à l'usine. Premièrement. Deuxièmement, pour répondre à la question je pense que c'est plus une question de guerre de basse intensité qui se déroule en ce moment plutôt qu'une guerre frontale, comme vous le disiez. Et dans cette guerre de basse intensité, en 2019, le capital a gagné. Ça, on est tranquille là-dessus. C'est réglé, il n'y a plus de mouvement d'organisation collective, etc. Et moi, ma petite façon de lutter contre le capital, c'était d'écrire un livre. C'était pas fait sciemment, mais je pense que la littérature est une arme en même temps. En même temps qu'un bouclier, c'est aussi une épée qui peut se permettre d'attaquer l'absurdité du monde, l'absurdité de l'usine, l'absurdité du travail. Sisyphe et son rocher, quoi. On y revient. Ouais, complètement. Ouais. Et justement, donc, vous attendez d'elle qu'elle soit justement cette arme. Vous avez dit la littérature sauve. Quels sont les auteurs qui ont compté pour vous, justement? Il y a tous ceux que vous citez dans le livre, mais... Au début, Dumas. Principalement Dumas. Quoi, à cause de Dantès et du Château d'If? À cause de Dantès et du Château d'If, sauf que oui, il n'y a pas de... J'espérais m'échapper de l'usine comme Dantès se faisant passer pour l'abbé Faria et en se jetant dans la Méditerranée, sauf qu'on est en Bretagne, donc déjà c'est l'Atlantique. J'avais pas de boulet de 36 au pied, sinon celui de devoir recommencer le lendemain. Et puis les mousquetaires, évidemment, les mousquetaires, la trilogie en entier. Parce que les trois mousquetaires, déjà, oui, Bragelonne, la fin, c'est monstrueux, Bragelonne, c'est le temps qui passe, c'est les amis qui se séparent, c'est la mort qui arrive. Et puis Dumas, ce génie d'arriver à faire en sorte que on peut. Moi, je peux pas m'empêcher de finir un chapitre et de relire le début du chapitre suivant. Il arrive à raconter des histoires comme c'est pas permis. C'est un as. Et moi, j'aime bien raconter des histoires aussi. Et vous, alors, je disais que c'était évidemment la littérature, on la sent peut-être plus en contrebande. Enfin, elle passe d'ailleurs en contrebande à l'usine. Au milieu des bulots, on a Apollinaire, Sandra. Mais chez vous, quels sont les auteurs qui vous portent un peu? Parce que c'est vrai qu'on est, bien sûr, il y a parfois la spontanéité totale, l'inné, mais généralement quand même, les auteurs sont des lecteurs. Ils ont aimé ça, ils servent du mot aussi parce que peut-être petits aussi, ils ont vu la puissance que ça avait en eux, quoi, pour les changer. Quels sont les auteurs qui vous ont guidé? En fait, pour Nino, nous, on a fait un livre qui est volontairement et involontairement, je pense, un peu détaché de la littérature. Il va plus chercher ses sources dans le cinéma et dans des choses qui nous ont impressionnés tous les deux, en tout cas qu'on a partagé. Voilà, en tout cas, moi, pour les auteurs qui, au niveau du style, m'ont mis des sales coups, il y a Jeunet, quoi. Et puis avec toute la mythologie. Il a un côté voleur en plus, on en parlera tout à l'heure. Nino est un voleur et Jeunet est un voleur et puis moi j'ai moi-même volé des livres de Jeunet en me disant je peux pas acheter ces livres-là, c'est pas possible. De toute façon, Lénine disait qu'un voleur de livres n'est pas un voleur. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec lui. Voilà. Lénine plane sur cette émission. Voilà. Et mais c'est vrai qu'avec Capucine, ça va être plus, en fait, on s'est replongé plutôt dans les films parce qu'on voulait faire une écriture qui est très visuelle, très accessible. Alors lesquels, par exemple? Harmonie Corinne, Harmonie Corinne, Greg Araki, Terrence Malick, Gaspard Noé, Larry Clark, Laure et Lula, Larry Clark, tout ce qu'on aimait quand on était ado, quand on avait
à peu près l'âge des personnages. Ouais, mais néanmoins, vous avez choisi les mots quand même. Ouais, ça coûte moins cher. En fait, la littérature, ça s'est fait par hasard parce que, comme je disais, le premier roman de Simon, il a été fait d'abord pour l'école parce qu'il fallait bien qu'il était dans une option qui était comme les Beaux-Arts où il fallait être très plastique. Lui, il était incapable de rien faire et du coup, il a écrit. Et voilà, il a eu de la chance. Quelqu'un du jury, il connaissait Gérard Bérébi, l'éditeur d'Alia. Enfin, c'était vraiment de la chance. Mais à la base, nous, on s'est rencontrés en école de cinéma, donc vraiment, on aime raconter des histoires. Mais et c'est vrai que Simon écrivait plus jeune, mais moi, je lis très très peu. J'ai lu beaucoup quand j'étais très jeune, mais là, je lis quasiment jamais. Moi, j'adore surtout la BD, les romans graphiques, tout ça. L'influence c'est de la lecture. Ça reste de la lecture, et c'est pour ça que l'influence de Nino, j'ai voulu que Simon lise Preacher, un comics américain de Dillon et Ennis, qui est vraiment mon livre de chevet. Et au niveau de l'humour du scénario Black Hole de Burns. C'est Burns, hein. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a fait penser. Joseph Pontus. J'ai beaucoup aimé le travail sur la langue, le style. Il y a des éclairs absolument foudroyants. Je trouve. J'ai noté plein de passages. Et vous les lire, lisez, c'est bien. Et après, ça m'a fait, je pense, à plein de moments. Page 216, j'ai ton pied dans la main et je le touche doucement en t'écoutant chuchoter ce que disent parfois les filles la nuit, splendeur des cœurs de louve qui mordent la langue au sang depuis que les mots existent. Ça, je trouve ça, par exemple, absolument magnifique et ça m'a fait penser beaucoup à Mouawad. Plusieurs passages d'incendie, d'anima, dans ce rapport à l'animalité, à la langue. Et je voulais savoir si pour vous c'était une influence qui avait compté. Moi, j'ai lu Anima au moment où j'écrivais L'été des charognes, donc ça m'a permis de libérer un truc sur ces je me suis dit ok, si ce mec a fait ce taf là avant, je peux y aller et faire à peu près ce que je veux, j'irai jamais assez loin de toute façon, c'est pas grave, j'ai une coudée franche quoi. Et donc oui, après c'est vrai que pour Nino tout ça c'est des choses qui sont imprégnées en moi, qui sont sédimentées depuis des années, mais c'est vrai que pour Nino en particulier, on s'est quand même, moi j'ai la sensation qu'on s'est vraiment détaché des livres pour aller vers quelque chose de plus poreux avec d'autres formes qui nous correspondent plus aussi. Et après là c'est les envolées stylistiques comme ça, c'est moi je vois ça comme des moments de surchauffe où j'ai plus vraiment le contrôle sur la page et puis après tout ça est retravaillé avec Capucine. On plonge dans votre livre Capucine et Simon, Johannin et puis ensuite celui de Joseph et puis on parle de tout en même temps. Donc ça s'appelle Nino dans la nuit, c'est chez Alia. Mais d'abord on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Contrefaçon, Danser, Penser. Contrefaçon, Danser, Penser, c'est le choix de Capucine et Simon Johannin qui publient Nino dans la nuit chez Alia et qui sont avec Joseph Pontus qui publie À la ligne, feuillet d'usine aux éditions de la Table Ronde. Alors bon, c'est votre choix musical, je vous demande pas pourquoi ce choix parce que ça pourrait être la bande son de votre livre. Il y a d'ailleurs un autre titre de Contrefaçon, Ancilla Domini, c'est ça ? Oui. Où vous apparaissez dans le clip et où on entend un extrait de Nino dans sa nuit. C'est une autre façon c'est des amis à vous, c'est une autre façon de mettre en scène vos mots aussi. Pour la promo, c'est vrai que les livres aujourd'hui ça se vend plus, et nous on aime bien. Alors cette phrase-là, vous êtes libre, hein, mais voilà, je la désapprouve totalement. Disons que c'est quand même hyper compliqué de se faire remarquer, et voilà, donc c'est vrai que l'image, tout ça, c'est quelque chose auquel même à l'été des charognes, c'est moi qui avais fait les photos de promotion de Simon, parce qu'à la base je fais de la photo. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on s'intéresse et qu'on aime bien s'amuser avec ça. Et du coup, là, pour Nino, on avait envie de faire quelque chose, comme une espèce de petite bande-annonce du livre. Et donc, on s'est demandé à qui on pouvait demander. Et on a entendu parler de ce groupe Contrefaçon qui font à la fois leurs clips, ils font les vidéos, ils font la musique, ils font tout. Du coup, on a regardé leur travail, on a vraiment aimé, on trouvait que ça collait vraiment à l'image de Nino. Donc, on les a rencontrés, on leur a fait lire. Et voilà, ils nous ont donné cette idée et ils ont voulu qu'on soit dans le clip. À la base, on voulait plutôt on voulait pas donner des ambiances. On savait pas trop, on voulait pas donner de visage au personnage. Et puis eux, à la lecture du livre, ils ont tout de suite dit, mais en fait, nous, on veut le faire à notre manière, et ce sera avec vous. Et comme ça, et du coup, on s'est rencontrés autour du projet, ils ont écrit le projet, et puis on a eu de la chance de trouver comment le produire assez rapidement, et du coup, tout s'est fait comme ça, et comme ça s'est bien passé, que, en fait, il y a une espèce d'envie commune, de braquage culturel, je vais dire, comme ça. Et puis l'été des charognes, beaucoup de nos amis qui lisent jamais l'ont pas fini, parce que même si il est court et qu'ils aiment beaucoup Simon, c'est trop littéraire pour eux. Et du coup, celui-là, c'est vrai qu'on a essayé aussi de faire un livre pour les gens qui lisent pas, en fait. Alors, ça m'intéresse beaucoup. D'abord, je dis un mot quand même pour les gens qui
qui lisent, hein, qui ont envie de lire. Donc Nino, dans sa nuit, ça commence. C'est un jeune homme qui se voit refuser l'entrée dans la Légion étrangère parce qu'il y a trop de drogue dans ses usines. Excellente. Dans ses urines, pas dans ses usines. Ah, j'ai dit dans ses usines. Ouais. Vous voyez. Mais en fait, c'est votre faute, Joseph, parce que vous parlez de l'usine. C'est vous qui parlez de l'analyse d'usine. Non, il est vraiment question dans Nino dans la nuit d'analyse d'urine, parce que pour s'engager dans la Légion, évidemment, il doit procéder à ça. Et en fait, les sergents recruteurs, quand ils voient la couleur qu'a pris le ruban, voilà, ils blêmissent presque. Et évidemment, Nino ne pourra pas être légionnaire avec de telles substances dans le sang. Paradis, Nino Paradis, bordel, c'est qui ta mère? Amélie Poulain, qu'est-ce que tu viens chercher ici, Nino? Tu veux en finir avec ton nom? Le mec lève pas la tête de mon passeport et comme je dis rien, il recommence. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je veux servir mon pays, je veux être utile en cas d'attentat. C'est les premières lignes de Nino dans sa nuit. Donc en fait, il y a trop de drogue dans ses urines et donc il s'en va. Et alors que son père le croit étudiant, lui, il va vivre de l'autre côté des périphes, dans un appartement, je disais, au plancher défoncé, parmi les tours et le béton, avec tout un petit monde autour de lui assez attachant. Il y a Malik qui joue un peu le rôle de grand frère, Farfadet, fasciné par les pierres, un dealer qui fait crédit, donc une sorte de un dealer sympa. Un dealer sympa, oui, voilà, enfin qui fait crédit. Adam, livreur à vélo, et puis un graffeur un peu cambrioleur. Donc vous parliez de Genet tout à l'heure, on est un peu là-dedans. Et puis alors comment on prononce Lalé. Alors nous on le prononce comme ça, mais un Turc dirait peut-être que c'est pas du tout la prononciation, mais nous on dit Lalé. En tout cas, et c'est parce qu'en fait le personnage Preacher que j'ai fait lire à Simon, le personnage principal s'appelle Tulipe et Lalé ça veut dire tulipe en turc. Et voilà. Intertextualité, voilà. La Turquie est rentrée dans le livre. Il y a des amis qui sont turcophones et voilà, c'est une inspiration. Charlie est turc, qui nous a emmenés à Istanbul et bref, du coup Simon il a fait un mix de tout ça. Très bien. Alors donc Lalé, c'est une jeune fille, c'est l'amoureuse, l'amour fou d'ailleurs de Nino, comme lui et Lanky, les petits boulots. Ils poursuivent tous en fait une vie précaire, comme on dit, rythmée par les il y a des sas. Vous parliez, Joseph Pontus, de pousser la porte de la prison. Et bien là on la pousse pour aller dans la nuit, pour aller dans les drogues, l'alcool qui console, jusqu'à ce que Nino décide de tenter sa chance dans Paris la crevarde, parce qu'il a quand même une belle petite gueule, et alors là je le cite, il a peut-être le seul morceau de destin que la vie me tend à mâcher, donc il faut mâcher ce petit morceau de destin. Alors est-ce que le mot est un peu trop chargé, mais je vous pose la question quand même, est-ce que vous avez voulu faire le portrait d'une génération? Déjà, est-ce que pour vous, génération, ça veut dire quelque chose ou pas? On peut le congédier dans cette émission. Moi, je pense que c'est non, je pense que c'est le portrait d'une petite partie des gens qui ont entre 15 et 25-30 ans à l'heure actuelle, mais ils sont pas du tout majoritaires, ils sont pas du tout représentatifs de la plupart des jeunes d'aujourd'hui. Ils ont, par les accidents de la vie et petit à petit au fil du livre, par une volonté qui naît en eux, ils créent une sorte de sédition en fait. D'abord, c'est un non-choix, ils décident de le vivre comme un choix au bout d'un moment, mais voilà, ils ont tous vécu plus ou moins des choses qui ont fait qu'à un moment donné, ils se retrouvent complètement sur la touche. Et alors, je disais génération, je me suis permis parce que c'est un mot que vous utilisez. Je vous ai entendu dire, on est la première génération qui va gagner moins que celle de nos parents. D'ailleurs, c'était assez drôle. J'ai envie de lire ça jusqu'au bout. Le suicide, je crois que c'était dans Heidi. Dans Heidi, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. La plupart de nos amis qui font des études savent que leurs diplômes ne vaudront pas grand-chose sur le marché du travail. On est tenu d'avancer, mais on a l'impression d'aller droit dans le mur. On est nombreux à avoir été élevés par des parents qui pourraient être des personnages d'un roman de Houellebecq. Voilà. Ouais. Donc, génération, c'est vrai que est-ce que vous avez envie aussi on en parlait tout à l'heure, vous disiez c'est pas politique, mais il y a un message politique au sens étymologique. Il n'y a pas de discours politique préconstruit qui viendrait de l'extérieur, mais nous, on voulait qu'il y ait une dimension politique au livre. Voilà. Et générationnelle alors, ou pas quand même? Parce que là, vous semblez la décrire, cette génération, avec les parents, Ouais, c'est sûr que ces personnages-là, ils sont pas comme sont tous les jeunes de cet âge-là, mais en tout cas, ils traversent les mêmes problèmes. Donc après, il y a ceux qui décident quand même de rentrer dans le rang et qui après vont se retrouver, comme leurs parents, comme les personnages de Houellebecq, sous Prozac et compagnie, à faire un métier qu'ils détestent juste pour payer le crédit. Sous sérotonine maintenant. Ah ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que je trouve qu'on vit une vie où un peu en kit, quoi, où on se pose plus de questions, on fait. Faut avoir un diplôme. Mais est-ce que sur l'intention, vous avez envie quand même d'être, vous disiez tout à l'heure, on essaie de servir de la vidéo pour
tous les moyens du braquage sont bons culturel pour être un peu compris. non mais l'idée de porte-voix par exemple, de dire nous on a la possibilité d'être écouté, donc on va dire ce qu'on a envie de dire. En tout cas, c'est quelque chose. On essaye de faire prendre conscience aux lecteurs de certains problèmes qui existent. Mais après, porte-voix d'une génération. En tout cas, c'est clair que dans les médias, on essaye d'utiliser le temps qu'on a, parce que je trouve que c'est vraiment une chance d'avoir une voix aujourd'hui. Et donc là, c'est sûr qu'on a un discours qui est plus politique sans doute dans les médias et dans les interviews qu'on peut faire que dans le livre où on essaye quand même. Parce que moi, je me dis, les gens comme ça, et c'est ce qu'on a été aussi, c'est tête à claque. C'est quoi, t'es un petit con antipathique, là tu fais pas ce que je fais, moi ça fait 40 ans que je trime, que je bosse, que je paye ce qu'il faut payer, et toi t'as 20 ans, tu fais rien et tu te permets de me donner des leçons. C'est pas possible, et je pense que les gens qui l'auraient lu comme ça les aurait agacés, ils auraient pu le fermer au bout de 30 pages. Alors justement, Simon, vous le disiez tout à l'heure, on voulait que tout le monde puisse lire et comprendre en fait Nino, et ça c'est vrai, et Joseph Pontus le relevait, ça passe par une langue. Une langue qui est très très particulière, qu'on va écouter. Mais d'abord, je voudrais que vous nous expliquiez ça. Qu'est-ce que ça impliquait de dire « je veux que tout le monde puisse lire et comprendre ». Je suppose que Joseph se dit aussi « je veux que tout le monde puisse comprendre à la ligne ». Donc qu'est-ce que vous vouliez exclure qui aurait pu ne pas être compris par d'autres ? Pour la langue, oui, c'est vrai que c'était un peu les conclusions de l'été des Charognes qui a un peu perdu certains de nos camarades qu'on aurait aimé amener au bout du livre. Et on s'est dit, il faut quelque chose quand même qui mette moins les gens de côté. Alors ça passe par utiliser un vocabulaire qui est simple, qui est celui d'une jeunesse, qui est celle qu'on décrit. Et voilà, et on partait vraiment du principe qu'on voulait faire un livre qui était intelligent, mais voilà, avec les mots les moins compliqués possibles, en utilisant tout un tas de stratagèmes qui facilitent la compréhension. Par exemple, quand les gens crient, on met des majuscules. On joue un peu. En fait, on s'affranchit un petit peu. Oui, tout est en règles. capital, c'est ça. C'est ça. Alors là, pour les gens pour qui c'est le plus compliqué à lire, c'est vraiment les gros bosseurs de la littérature, Alia, ou qui passent leur tête dans les livres tout le temps. La première fois qu'ils ont arrivé le truc, ils ont dit c'est compliqué à lire que. Pourquoi les capitales, ça leur pose un problème ? Non, mais parce que c'est au niveau de la ponctuation, des formes, il y a des formes grammaticales qui sont un peu plus hasardeuses. Et je renvoie sa question à Joseph, qui peut-être s'interroge pour ça, parce que vous, il n'y a pas de ponctuation. Non. Vous avez supprimé tout aussi. Voilà. Et c'était aussi un stratagème, comme vient de le dire. Ah non, c'est pas du tout c'est pas du tout un stratagème, c'est une nécessité. On sait très bien que la ponctuation, c'est la respiration. Et à l'usine, il n'y a pas de respiration. On peut pas respirer. Donc la respiration intervient par les blancs et par les passages à la ligne. On écoute un extrait de Nino dans la nuit. Alors comme vous l'avez un peu écrit à deux, est-ce que quelqu'un veut commencer et vous allez poursuivre, faire une sorte de Capucine commence. Voilà. Alors c'est justement la scène de vol dont on parlait tout à l'heure. Oui, la première. J'ai mon blouson spécial disparition. J'ai déchiré la doublure en ligne droite d'une aisselle à l'autre. Ça me fait un grand sac dans le dos. C'est comme une ode de Père Noël, mais en plus discret. On n'étale pas trop ses richesses ici, surtout quand on les a pas payées. On va manger quoi ? Des animaux morts, du lait de vache violet, des crevettes pêchées par des esclaves ou du dérivé de tomates italiennes à base du sang de l'ennemi du clan qui tient l'usine. J'ai l'impression que derrière chaque article, dans chaque rayon, quelqu'un quelque part s'est fait baiser ou essaye de me la mettre à moi. Des fois, je me dis que j'abuse peut-être un peu avec l'herbe, que ça m'aide pas niveau parano. Pourtant, là, j'ai l'impression de voir un mort derrière chaque boîte de conserve. Je regarde les fantômes des enfants du Kenya courir sur les emballages des Mars en me jetant des fèves de cacao à la gueule. Il y en a un qui me dit « Si t'achètes, tu cautionnes. Si tu voles, c'est pas bien, mais c'est pas grave. » Alors nique, j'enfonce les Mars dans mon armure de Jeanne d'Arc de la rue et je glisse sur le sol lisse du magasin. Les rayons sont tellement remplis de merde que je sais même plus quoi prendre. Je me tape une phase sur les crapuleries du milieu et j'évite la viande parce que je veux pas manger du steak de Tintin et Moulou. Vu le froid en ce moment, je chope une vodka polonaise que j'aurais juste à attacher une nuit sur le bord de la fenêtre. J'éclate l'antivol avec mon coup de poignet vers la gauche façon Nino et je range la bouteille dans la doublure. J'adore ça. Éclater les antivols et voler les bouteilles. Merci. Donc c'est un extrait de Nino, donc vol dans un supermarché. Alors vous avez écrit ce roman à deux. Je voudrais bien comprendre. Vous participez, Capucine, à l'écriture. Comment vous... Est-ce que vous disiez ce langage, voilà, on écrit pour que ça soit compréhensible. Est-ce qu'il y a un retravail, donc justement, en fait, dans ce qu'a pas dit tout à l'heure Simon par rapport au fait que voilà, pour que le livre plaise à tout le monde, pour moi c'était surtout parce que dans l'été des Charognes, il n'y a pas vraiment d'histoire. L'écriture pour moi est magnifique, mais après, il n'y a pas de fil conducteur et il y a des gens qui s'en fichent aujourd'hui des belles phrases. Sinon, les poètes, ça serait des rockstars. Enfin, et du coup, moi, je m'occupe vraiment de la construction de l'histoire. Je m'occupe de la construction des personnages, d'apporter. Ouais, c'est vrai que le discours social, il est devenu aussi important et c'est moi
qui apportait ça. Donc vous construisez l'histoire. Donc moi je m'occupe vraiment de cette partie-là et Simon il a les beaux mots et on voit que ça touche pas les mêmes personnes parce qu'il y en a que par exemple là on a vu 150 lycéens qui avaient étudié le livre en Belgique et pour eux ils trouvent que c'est très mal écrit, ils trouvent que il y a plein de gros mots, c'est vulgaire, c'est trash. Pour eux c'est pas ça la littérature. Et il y a plein de gens pour qui moi je trouve que c'est magnifique et c'est très poétique, mais il y a plein de gens qui voient pas ça et qui juste rentrent dans l'histoire et rentrent. Donc pour moi c'est un livre qui peut plaire à plein de gens et qui peuvent prendre plein de choses dedans, que ça soit voilà. Puis ce que Capucine dit pas aussi sur son rôle, c'est que moi je vais sortir une matière qui est vraiment hyper brute au début, et c'est dans le regard qu'elle porte dessus et dans ses annotations constantes qu'on arrive un petit peu à dégager quelque chose d'un peu plus fin, quoi. Parce que c'est vrai qu'au moment de l'écriture, j'ai pas du tout l'impression de réfléchir. C'est vraiment les mains qui travaillent toutes seules, et je suis pas du tout quelqu'un qui va penser à ce qu'il écrit avant de l'écrire. Je m'assois à la table et je dis ok, maintenant il faut écrire. Il y a un livre à faire, on a envie de le faire, et c'est après. Donc voilà, en fait l'essentiel du travail il se passe surtout après l'écriture en fait au final. Je vous cite à nouveau: plus tard, ma tête brille de 1000 éclats trempés par les gouttes qui perlent de mon corps et se font mettre profond par les rayons des lasers. La lumière me cloue le cœur au son et me presse le sang dans l'étau de la foule. Votre roman, il laisse une grande place à la fête, à la drogue, à la nuit. Qu'est-ce que ces expériences disent en fait de vos personnages ? Avant de parler des personnages, elle parle d'une époque où les substances sont de plus en plus fortes et de plus en plus accessibles de manière, ça s'est vraiment démocratisé en fait. Les prix des substances ont baissé et leur concentration a augmenté depuis 20 ans. Et nous, c'est vrai qu'on on a vécu notre jeunesse dans une banalisation totale et un manque de prévention totale aussi, ce qui fait énormément de dégâts. Donc voilà, il y a une espèce d'hypocrisie. Et ensuite, vis-à-vis de nos personnages, c'est vraiment eux, alors c'est pas ce qu'on pourrait appeler des toxicomanes, ils sont pas dépendants de substances, ils vivent pas autour d'une substance, en revanche, ils ont une consommation régulière qui leur sert de soupape, tout simplement. Et ça, l'écriture de la nuit, c'est quelque chose qui est assez jouissif pour vous, justement. Ça permet des descriptions de corps, des descriptions de... alors j'ai beaucoup, mais c'est surtout en fait que faire de toutes ces nuits qui sont partis en fumée complètement, sur lequel on a complètement perdu le contrôle. Et c'est vrai que ça permet d'en faire quelque chose qu'on peut donner aux autres. Et surtout... De quoi? C'est-à-dire de la littérature? Oui, voilà. De la littérature ou de la poésie, ou pour ce que je fais moi. Mais c'est vrai que surtout pour nous, avec Capucine, ce qui était important, c'était de pas du tout glamouriser ça, de pas du tout le montrer comme quelque chose qui est rock'n'roll en soi. Enfin, voilà, d'arrêter de faire penser... On voulait pas le glamouriser, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent. On le remarque autour de nous. Nos amis, bon, alors il y en a peut-être quelques-uns qui vont pas se droguer, mais alors c'est l'alcool. On vit dans un pays quand même, c'est assez... Là, j'ai vu, je lisais le Monde diplomatique, plus 660% de consommation de vodka en 20 ans en France. Les filles de mon âge des années 90, elles ont fait plus de cirrhose de foie que jamais. Enfin, oui. Alors justement, moi, j'ai une question, puis comme ça va pouvoir déboucher sur le livre de Joseph Pontus. Vos personnages sont des insoumis, enfin, ils veulent pas se soumettre aux diktats. D'ailleurs, voilà encore une phrase: je me fais des courses au quart du prix, je suis le voleur de chevaux des temps modernes. C'est-à-dire qu'en fait, ils volent pas, ils payent une petite partie pour s'il veut un camembert, il va échanger la boîte du plus pourri avec celui du meilleur. Et alors, je me demandais pourquoi, et c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi finalement, dans ce portrait de la jeunesse, l'engagement politique, en tout cas pour vos héros, est-il si absent? Je pensais là, parce qu'on parlait des drogues, tout, je pensais à l'image des lotophages dans l'Odyssée, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils préfèrent oublier, en fait, prendre des substances pour oublier. Je vois Joseph, c'est vrai que c'est un peu un Ulysse aussi, votre personnage. Mais en fait, ils préfèrent être lotophage, donc se gaver de substances pour oublier le temps d'une nuit, plutôt que d'affronter le cyclope, d'affronter l'ennemi. Justement, c'est tout un cheminement qui va amener à la fin, à comprendre, parce que ils sont vraiment dans un questionnement pendant tout le livre, et c'est vrai qu'ils savent pas vraiment, parce que c'est quand même toute une société qui leur dit que les choses sont justes et que il faut se dégager d'une culpabilité avant de passer au combat. Et eux, c'est un peu tout leur trajet, c'est ça, c'est d'abord se dire ok, si j'en suis là, c'est sans doute que je l'ai cherché, et puis petit à petit comprendre que les choses sont plus compliquées que ça. Et de toute façon, c'est que des questions qu'on a essayé de retranscrire, qu'on entend autour de nous, que ce soit cette culpabilité qui est envoyée à chacun en disant mais de toute façon si t'es dans la merde c'est de ta faute. Et puis aussi plein d'autres choses sur la sexualité, sur les drogues, sur la famille, la filiation, le travail, etc. Enfin, tout un vieux système en fait qui est en train de se casser la gueule petit à petit. Mais il propose pas de changement, votre personnage. Déjà, il réfléchit. Trouver une place ici n'a plus d'importance. Celle qui nous attend sera au premier rang des enfers. Parce que justement, pour moi, la fin, c'est vraiment, il faut tout brûler. Enfin, s'insérer en politique pour eux, ou c'est plus des gens qui pourraient être à la rigueur dans des milieux associatifs que vraiment en politique, parce que pour eux, tout est pourri et il y a
y a rien à faire. Faut tout brûler et à partir de là, on peut peut-être repartir de quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez, Joseph Pontus, qui nous parliez de Lénine et du marxisme, justement. Cette jeunesse qui veut tout brûler au lieu de se fédérer et de mener le combat politique. J'en pense pas grand-chose. Ça fait quelques années que je ne suis plus jeune. Je suis à une période de ma vie où j'ai déjà quelques désillusions sur le monde tel qu'il va et tel qu'il devrait aller. À l'âge de Capucine et Simon, j'étais engagé dans des mouvements qui souhaitait changer le monde et tout brûler, dans son côté le plus spectaculaire. Maintenant, pour reprendre le parallèle des lithophages, je me dis qu'Ithaque, c'est quand même très très loin, quoi. Ithaque, ouais. C'est loin. Ouais. Il faut en passer par des sacrés désagréments pour retourner à la maison et retrouver Pénélope. Pourtant, c'est Pénélope qui vous a fait aller à l'usine. Ouais, voilà. Mais c'est loin à revenir quand même. Et puis, détricoter la tapisserie tous les soirs, c'est pas rigolo non plus. Non. J'ai pas grand chose à dire sur des perspectives universelles. Voilà, moi, je suis pas un porte-parole du tout. S'il y a certains qui se reconnaissent dans mon expérience, parce que je suis qu'un intérimaire comme tant d'autres, j'ai la chance de pouvoir écrire et de savoir écrire un petit peu. Parce que votre livre, quand même, a aussi cette portée, je veux dire, politique au sens le plus noble du terme. Oui. C'est-à-dire, c'est aussi un citoyen en usine qui, au plus près, relate son expérience, qui est une expérience qui est partagée par beaucoup de gens. Je pense qu'à partir du moment où on parle du travail, on parle de politique. On est dans une période où il suffirait de traverser la rue pour trouver du travail, ou de travailler pour pouvoir s'acheter un costard. À l'usine, on s'achète des polaires dans des supermarchés à bas prix, vu le froid des frigos dans lesquels on bosse, quoi. Alors, on parle d'À la ligne, votre livre, on continue à en parler. On écoute votre choix musical. Vous avez choisi Le Temps des cerises, alors dans la version de Pascal Comlade. On écoute. Voilà, Pascal Comlade, Le Temps des cerises, c'est sa version à lui, c'est le choix de Joseph Pontus qui publie À la ligne, feuillet d'usine à la table ronde. Pourquoi ce choix musical? Est-ce que c'est l'hommage à la commune que vous vouliez nous C'est bien sûr l'hommage à la commune, c'est aussi que les plus belles chansons d'amour de tous les temps sont les plus révolutionnaires et les plus révolutionnaires sont les plus belles. Et puis À la ligne, c'est aussi un énorme chant d'amour pour mon épouse, de la même manière que Nino dans la nuit, on en a pas parlé, on pourra en parler après. C'est aussi un très grand chant d'amour pour Lallé. L'héroïne, l'amoureuse de Nino. Et donc oui, je pense que le combat, la dureté, l'amour, la littérature, tout ça va toujours et a toujours été tout ensemble. Mais donc finalement votre Ithaque, elle est pas si loin, vous le disiez, si Pénélope est présente. Et quand on commence une journée de boulot, elle paraît bien loin quand même. Ouais. Alors, c'est bien la peine de faire des études. Voilà ce qu'on se dit quand on lit votre livre, où on découvre le quotidien d'un garçon qui a étudié la littérature et qui se retrouve à égoutter du tofu, à nettoyer du sang dans un abattoir, à nettoyer des bulots dans une conserverie, qui m'a d'ailleurs rappelé un très très beau film espagnol, vraiment que je vous conseille, Les lundis au soleil avec Javier Bardem, sur le monde ouvrier, qui se passe en partie d'ailleurs dans une conserverie. Mais on revient à la ligne, donc feuillet d'usine, c'est le sous-titre de ce livre. Vous avez été, Joseph Pontus, donc ouvrier intérimaire dans l'agroalimentaire, pas pour vivre l'expérience révolutionnaire des établis, comme on disait dans la lutte révolutionnaire des années 70, on en a parlé tout à l'heure, mais pour un boulot alimentaire. J'écris comme je pense sur ma ligne de production, divagant dans mes pensées, seul déterminé. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. Voilà ce que vous écrivez sur ces feuillets d'usine qu'on dirait tirés d'une grande fatigue et qui pourtant palpitent, sont extrêmement vivants, imprégnés de références littéraires extrêmement aiguisées ou parfois déguisées, Apollinaire, Aragon, Sandra, comme si finalement seule la littérature permettait à l'auteur de ces lignes de ne pas crever à la chaîne. Votre livre, Joseph Pontus, témoigne aussi d'une réalité forte mais désespérante, qui est, quand on vous lit, je veux dire, elle porte témoignage d'une disparition de la culture ouvrière. C'est-à-dire que c'est une voix qui dit « je », on a l'impression qu'il y a différents individus, mais qu'il n'y a plus ce qui faisait la force du monde ouvrier, c'est-à-dire cette culture ouvrière qui était irriguée aussi par des lectures, par du cinéma. Et je me suis demandé, puisque votre titre rend compte de ça, à la ligne, c'est la ligne de l'écrivain, mais c'est aussi la ligne de production. Et c'est vrai qu'on dit plus ouvrier à la chaîne, on dit un opérateur sur la ligne de production. Est-ce que cette novlangue, finalement, n'est pas responsable de cette disparition, de ce délitement de cette culture ouvrière? Bien sûr. On dit plus ouvrier, on dit opérateur de production. On dit plus contremaître, on dit conducteur de ligne. On dit plus, par exemple, un truc très très atroce, c'est que les carcasses qui vont finir en steak haché absolument immangeable, on appelle ça du minerai.
comme si c'était un matériau qu'il va falloir exploiter. Donc tout est détourné et les ouvriers se considèrent même plus en tant qu'ouvriers, ils se conditionnent parfois même dans certaines usines en tant que production operator. En anglais, pour faire ça un peu plus style. Donc, à partir du moment où on se considère plus comme ouvrier, c'est tout simple, il n'y a plus de classe ouvrière. Donc, le langage, finalement, a joué ce rôle de dynamiteur, finalement, de la classe ouvrière. C'est l'extinction du paupérisme. C'est tout simple. À partir du moment où on dit qu'il n'y a plus de pauvres, la pauvreté n'existe plus. Ça se fait depuis Napoléon III, quand même, cette affaire. Donc oui, c'est pas qu'il n'y a plus de classe ouvrière, c'est qu'il n'y a plus de conscience de classe ouvrière. Ce qui est totalement différent. Est-ce que le livre, il est venu comme ça pour ne pas crever ? Oui, complètement. Au départ, il est venu pour consigner un petit peu. Je pensais pas rester longtemps en intérim. Je pensais assez rapidement trouver du boulot. Et les premiers textes sont venus, les premiers chapitres, de mon étonnement face à la découverte de ce monde ouvrier. Et pour me dire, comme ça, j'aurais encore une petite trace une fois que j'aurais terminé de travailler en intérim. Je pensais pas que ça allait durer 2 ans et demi. Et très vite, la matière s'est accumulée et il a fallu écrire après chaque journée pour pas crever, pour pas devenir complètement cinglé. Je voudrais qu'on vous écoute lire Joseph Pontus, donc un extrait de À la ligne. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais rien demandé, mais quand un chef à ma prise de poste me demande si j'ai déjà égoutter du tofu, quand je vois le nombre de palettes et de palettes et de palettes que je vais avoir à égoutter seul, et que je sais par avance que ce chantier m'occupera toute la nuit, égoutter du tofu. Je me répète les mots sans trop y croire. Je vais égoutter du tofu cette nuit. Toute la nuit, je serai un égoutteur de tofu. Je me dis que je vais vivre une expérience parallèle dans ce monde déjà parallèle qu'est l'usine. Je pose le cadre. Il est 14h30, je sors de ma nuit, m'étant couché vers 8h, je dois embaucher à 20h30 et débaucher à 5h. L'agence d'intérim m'appelle, changement de programme et d'horaire. De 19h jusqu'à 4h30, ce qui en comptant la demi-heure de pause quotidienne me fera un bon 9 heures de boulot. Je ne serai pas au poisson pané, mais au plat cuisiné que mon usine produit aussi. Je commence à travailler, j'égoutte du tofu. Je me répète cette phrase comme un mantra, presque comme une formule magique, sacramentelle, un mot de passe. Une sorte de résumé de la vanité de l'existence, du travail, du monde entier de l'usine. Je me marre. J'essaye de chantonner dans ma tête, il y a de la joie, du bon traînet pour me motiver. Je pense au fameux vers de Shakespeare où le monde est une scène dont nous ne sommes que les mauvais acteurs. Je pense être un camoulox vivant. Je chante du traînet en égouttant du tofu. Hélas non, vous reculez de 3 poissons panés. Je pense que le tofu c'est dégueulasse et que s'il n'y avait pas de végétariens, je ne me collerais pas à ce chantier de fou de tofu. J'échafaude des contrepets qui me semblent bien sonnés, égoutteur de tofu et fauteur de dégoût. Les gestes commencent à devenir machinaux, cutter, ouvrir le carton de 20 kilos de tofu, mettre les sachets de 3 kilos environ sur la table de travail, cutter, ouvrir les sachets, mettre le tofu à la verticale sur un genre de passoire horizontale, d'où tombe le liquide saumâtre. Laisser le tofu s'égoutter un certain temps. Un certain temps, comme aurait dit Fernand Reynaud pour son fût du canon. Qui se souvient encore de Fernand Reynaud et de ce sketch qui semble aujourd'hui si daté? J'essaie de me souvenir de ce sketch en égouttant du tofu, le 22 à Asnières, la chemise lilas, pourquoi tu tousses, le fût du canon. Je me souviens que ma grand-mère adorait me les montrer à la télé quand j'étais gamin. Je repense à elle qui me manque. Je me souviens de Georges Perec, forcément. J'égoutte du tofu. Merci Joseph Pontus. À la ligne, voilà, c'est votre livre Feuillet d'usine, c'est le sous-titre qui paraît à la table ronde. Alors je sais pas si les auditrices ou les auditeurs en ont conscience quand ils vous entendent, mais ce livre en fait se présente comme un long poème en prose, alors sans ponctuation, avec des capitales en début de phrase et beaucoup de retours à la ligne, donc avec toujours cette ligne de production en horizon en fait. La forme a-t-elle été naturellement trouvée ou est-ce qu'elle fait référence à des lectures? Moi j'ai pensé à Zone d'Apollinaire par exemple, ce grand bergère au Tour Eiffel, qui dit aussi la modernité. Ouais, et Pour la confidence, ça a plus été imposé par un poème de Brecht, qui s'appelle Question que se pose un ouvrier qui lit, poème paru en 1935, où un ouvrier qui a eu la chance de faire l'éducation et de l'émancipation se demande par qui ont été construites les pyramides, qui ont cuisiné les festins des rois, et il considère qu'il y avait forcément des petites mains derrière et que c'était forcément des ouvriers. Et moi j'ai voulu inverser le paradigme en se disant question que se pose un auteur à l'œuvre. En fait, pour qui produisons-nous toutes ces crevettes, etc., etc. Et la forme collait plutôt bien. Et en fait j'ai trouvé le titre assez vite, qui répond effectivement au double sens de ligne de production et de ligne formelle. Et je trouve que cette forme, en fait, est la manière la plus opérante, pour encore rester sur le double sens, puisqu'on dit plus ouvrier, on dit opérateur de production.
est la forme la plus opérante de rendre la pensée à l'œuvre de la manière dont je travaille à l'usine. Alors, ce qui, moi, m'a frappé, d'ailleurs, je ne sais pas quel est, vous avez certainement un regard d'écrivain, mais aussi, évidemment, un regard sur la société dans laquelle on vivait, c'est que ce que votre livre traduit, c'est aussi la disparition d'une culture ouvrière. On a des individus, on sent pas le collectif. D'ailleurs, c'est ce jeu qui est omniprésent. Et je me suis demandé, puisque vous nous parliez de marxisme tout à l'heure, vous qui semblez bien connaître la question, est-ce que vous avez... Parce que votre livre dit ça aussi. Il porte témoignage aussi de la disparition d'une culture ouvrière. Et c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment avec les mouvements des Gilets jaunes aussi. C'est-à-dire des individus qui ne se fédèrent pas et où il est assez peu question, au fond, d'école, de littérature. Et pourtant, c'est exactement de là d'où vous venez, l'école, la littérature, la conserverie. Vous auriez pu retrouver finalement un écho. Il y avait dans certaines époques une culture ouvrière où les livres étaient présents, la production, l'œuvre était présente. Il y a des grands romans ouvriers, vous en parliez tout à l'heure. À votre avis, pourquoi tout ça semble avoir disparu? Parce que votre livre rend compte de cette réalité-là. Alors, plusieurs raisons à ça. Je vais être contraint de faire un peu de sociologie géographique pure et dure. L'industrie en Bretagne, c'est pas du tout la même que dans l'ancienne Ceinture Rouge ou dans le Nord-Pas-de-Calais ou du côté de Saint-Étienne, où il y avait des habitats regroupés d'ouvriers qui pouvaient avoir une culture commune après le travail, en allant au café. En Bretagne, c'est de l'habitat très dispersé. Donc des gens qui viennent de 40 à 50 kilomètres aux alentours des usines, qui viennent en voiture, seuls, et qui se retrouvent pas après pour une socialisation commune. Historiquement, les gens qui embauchent dans les usines de poissons ou dans les abattoirs, ça peut être d'anciens marins-pêcheurs ou d'anciens ouvriers agricoles qui avaient l'habitude de tuer le cochon chez eux. Donc il n'y a pas du tout cette conscience de classe ouvrière qui pouvait y avoir dans les usines sidérurgiques, par exemple en Lorraine, ou dans les mines du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est pas particulier à la Bretagne, je veux dire. Non, mais la question, pour le coup, là, cette question-là est vraiment liée à un secteur géographique particulier. Est-ce qu'on écrit, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, vous expliquiez que vous écriviez ce texte finalement en rentrant épuisé d'une journée de travail. C'est l'usine qui a donné le rythme de pas seulement le titre d'ailleurs à la ligne, mais qui a donné le rythme en fait de ce texte. Ouais. Complètement. Je crois que c'est l'usine, le personnage principal de ce livre en tant que tel. Oui, je la vois un peu comme une sorte de superstructure composée de tous les milliers d'êtres qui s'agitent dans ce grand ensemble. C'est une forme humaine en fait, cette usine, et c'est elle qui impose son rythme, qui impose les douleurs du corps, qui impose les douleurs mentales, et qui paradoxalement impose aussi la libération. Parce que si j'avais pas eu l'usine, jamais j'aurais écrit de cette manière-là, aussi dépouillée. Et je prenais une comparaison avec mes collègues que je trouve assez jolie, c'est que le texte, le livre, c'est comme un morceau de viande. Pour qu'il soit au plus parfait, il faut enlever tous les bouts de gras, pour garder que le muscle. Ça, vous l'avez fait, d'ailleurs. Ouais, j'ai enlevé le gras. Vous avez enlevé le gras dans le texte et sur les bouts de viande. Et sur les bouts de viande. Ouais. Et donc, à partir du moment où j'ai pris cette comparaison-là, les collègues m'ont dit, ah bah oui, on comprend. Alors, il y a peut-être une chose qui vous oppose, c'est qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Quand Capucine et Simon Joannin disaient, on voulait être lu par tous, on a plus des références dans le cinéma, ça. Vous affirmez, dans ce texte, qui est un texte sur l'usine, vous convoquez des auteurs latins, ou Dumas, ou Aragon. Là, il y a une volonté affichée, claire, de remettre aussi la littérature, même au cœur du texte et au cœur de l'usine, puisque l'usine est le personnage principal. Là, vous ne vous êtes pas dit c'est élitiste. Ce qu'on entend aujourd'hui, dès qu'on parle un peu de littérature, c'est élitiste. Ah ben non, parce que moi, que ce soit la littérature ou les chansons, j'ai toujours cru à l'éternelle vertu des chansons populaires qui m'ont aidé à tenir à l'usine comme... les grands textes, comme des grandes chansons pas populaires du tout. C'est moi, ma façon de tenir. C'est consubstantiel à ma vie et à ma personne. Quand je me planque derrière des carcasses pour échapper au chef, j'ai l'impression d'être comme dans un Dumas, quand on se planque derrière les rideaux pour écouter une conversation secrète et de gagner 2 minutes à la vie et à l'absurdité du monde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est justement un hommage à la littérature que vous rendez, parce que si elle n'avait pas été là, vous seriez devenu fou. Parfaitement. Alors il y a quelqu'un qui apparaît clandestinement, qui porte le même nom que vous, Pontus de Thiard, je vous cite, il y a Pontus de Thiard qui est mon ancêtre et dont 2 vers s'accordent si bien avec ses feuillets d'usine qu'incessamment, en toute humilité, ma langue honore et mon esprit contemple. Pontus de Thiard, c'est un des cofondateurs de la Pléiade. Ouais, avec Ronsard, Du Bellay, Jodelle, Baïf... Voilà.
Effectivement, bah oui, c'est un de mes ancêtres. Ouais. Et vous le portez sur votre chair, là, sur votre... je l'ai tatoué sur l'avant-bras droit. Ouais. Est-ce qu'à l'usine, vous disiez parfois, tiens, qu'est-ce qu'il aurait pensé, lui qui était un grand humaniste, un peu de l'esprit de cette époque-là, à la fois scientifique, homme de lettres, philosophe, théologien. Je ne sais pas ce qu'il aurait dit. Il y a 2 de ces très beaux vers aussi que j'ai hésité à mettre qui disent « Or, devinez si je suis corps ou ombre ». Voilà, cette dichotomie entre le corps et l'ombre qu'on est un peu dans les usines, je trouve ça très très juste. Et je trouve ça très joli que de prendre cette usine de cette manière d'honnête homme, comme disait à la période de la Renaissance, c'est-à-dire de pas faire un livre à charge, mais de faire un chant d'amour pour la classe ouvrière, un chant d'amour pour mon épouse et un chant d'amour pour la littérature. J'aimerais vous demander, pour terminer cette émission, que vous nous lisiez une des pages que j'ai trouvé vraiment superbe. Il y en a beaucoup. C'est un passage adressé à la maman, hein. D'ailleurs il dit maman du narrateur, au sujet justement de cet héritage qu'il a reçu, le plus beau qui soit, c'est le goût de la littérature. Et évidemment, sa maman se pose la question que je vous posais tout à l'heure. Ça sert à quoi de faire des études ? Maman, je sais comme à toutes les époques de ta vie que tu te fais du souci pour moi, que ça te retourne le ventre et a des conséquences sur ta santé. Je sais que ma situation à l'usine t'inquiète, même si tu ne m'en parles pas, de ne pas trouver de vrai boulot, d'avoir bientôt 40 ans, d'avoir fait des études, tout ça pour ça. Je sais que tu as travaillé dur toute ta vie, notamment pour me payer l'école, que tu as fait énormément de sacrifices pour me permettre d'avoir une bonne éducation, ce qui est, je crois, le cas. Peut-être penses-tu que c'est du gâchis d'en arriver là, à l'usine. Franchement, je ne crois pas, bien au contraire. Ce que tu ne sais sans doute pas, c'est que c'est grâce à ces études que je tiens le coup et que j'écris. Sois-en remercié du fond du cœur. Merci beaucoup Joseph Pontus, très bel hommage à la mer. Je rappelle le titre de vos livres, Capucine et Simon Johannin, Nino dans la nuit, c'est chez Alia, et Joseph Pontus, ça s'appelle À la ligne. C'est sous-titré Feuillet d'usine, c'est publié aux éditions de la Table Ronde. Merci à vous. Merci. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Delphine Baudet à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster et réécouter à l'infini sur franceculture.fr 7h avec Capucine Johannin, Simon Johannin et Joseph Pontus.